Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je ne fais pas d'unboxing, je ne fais pas de snap non plus. Et surtout, j'ai envie de parler. J'ai vraiment envie de parler après avoir vu ce Raw parce que j'ai envie de m'exprimer sur ce qu'était la WWE avant TLC. Et surtout ce qu'était WWE Raw avant TLC. Raw avant TLC, c'était un show qui s'organisait autour de ses ratings, j'ai l'impression. Avec une première heure sympa, un démarrage du feu de Dieu, une deuxième heure qui commence à devenir un peu moyen, mais qui laisse quand même la liberté à certains catcheurs et certains grands parleurs de s'exprimer. Paul Heyman, si tu m'entends. Et la troisième heure où clairement ça partait en couille et je dis pas que les cruiserweights c'est de la merde, hein, mais sérieusement, 3, 4, 5 semaines de suite, Cruiserweight Championship en main event, mais personne n'a demandé ça. Personne. Et du coup, sans que ce soit étonnant, je pense que ça n'a pas énormément changé du point de vue des ratings, hein. La première heure, le bateau est à quai, donc tout va bien. La deuxième heure, le bateau commence à prendre la mer et commence à prendre la flotte. Et la troisième heure, on sort les canoës de sauvetage et... Canoës de sauvetage. Bon, du coup, on reprend. La première heure, le bateau est pas encore dans les rapides, mais pas loin. La deuxième heure, le bateau est dans les rapides et s'en sort plus. Et la troisième heure, il a coulé et on a sorti les canoës de sauvetage. Voilà. Euh, on la garde. Ah, je suis désolé, on la garde. Et du coup, j'ai l'impression que c'est en train de changer tout ça. Et ce, depuis le Raw après TLC. Parce que, on va pas se mentir, mais le Raw de la semaine dernière était franchement bon. Et ce Raw là, il ne ment pas non plus, hein. Il est super bon. On va faire simple. On va le découper en plusieurs parties. Alors, je pourrais probablement pas le réorganiser de manière chronologique puisque là, je m'exprime juste après avoir vu Raw et du coup, ce que je vais dire sera peut-être un peu décousu. Mais en tout cas, du point de vue des promos, on va s'y retrouver. Euh, du coup, on commence avec le roster de Raw qui est rassemblé devant le Titan Throne et Kurt Angle qui est sur le ring en train de faire ses excuses à tout le roster pour ce qui s'est passé la semaine précédente. La semaine précédente, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et ça m'étonnerait un peu, Shane McMahon s'est pointé à Raw façon surprise motherfuckers pour probablement pour justifier de la présence des Styles, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il a fait une invasion totale de Raw avec tout son roster de SmackDown qui s'est pointé et qui a foutu le Dawa dans les backstage, qui a défoncé tout le roster de Raw et du coup le roster de Raw n'en est pas sorti très grandi de ce show-là. Et bizarrement, à SmackDown, le statu quo n'a pas été rétabli. Et je pense que c'est pour ça que Raw débutait comme ça avec Kurt Angle qui fait ses excuses. Alors c'était beau, c'était émouvant, c'était Angle qui sortait une promo et mine de rien Angle il s'en sort quand même plutôt pas mal. Et et on sait tous que dans le catch, tout ce qui se passe bien n'est pas amené à se passer bien dans la durée. Et effectivement, voilà que débarque Stephanie McMahon qui était pas là depuis au moins WrestleMania d'après ce qu'ont dit les commentateurs, je sais plus si c'est Corey Graves qui l'a sorti ou autre. Et malgré tout le respect qu'elle a pour lui, et elle le dit clairement, hein, elle ressort les Three Eyes, qui sont l'intelligence, l'intégrité et l'intensité. Et elle en sort un quatrième, et elle aurait jamais dû. Et le quatrième eye qu'elle sort, c'est l'incompétence. Et Stéphanie, c'est une McMahon. C'est pas vrai. Et Stéphanie, elle ne veut pas de paroles, elle veut des actes. Et du coup, pour bien illustrer ça, elle va faire de Kurt Angle le capitaine de l'équipe Raw à Survivor Series. Et il devra prouver sa valeur en faisant gagner Raw. Ni plus, ni moins. On va revoir Kurt Angle catcher. Et ça, franchement, c'est bon. Mais c'est pas tout. Alors, il y a un match. Je me rappelle plus, c'était d'ailleurs là que on a eu après
une espèce d'altercation entre Alicia Fox et Bayley. Mais toujours est-il que Bayley demande sa revanche après ce qui s'est passé dans le Raw précédent où Alicia Fox avait retourné son finisher contre elle. C'était plutôt bien vu d'ailleurs, même si c'était un peu inintéressant. Bon, après, c'est Alicia Fox, hein. C'est un personnage dont, perso, j'en ai un peu soupé. Et, et simplement, Alicia se défile en bonne capitaine de l'équipe Raw féminine. Ah non, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire quand on est capitaine d'une équipe. Whatever! Je vais envoyer Nia Jax! Parce que bon, quand on veut pas se battre, qui c'est qu'on envoie? Bah on envoie Nia Jax! Ça s'est vérifié par le passé, et là franchement Raw tu n'innoves pas trop, hein, mais bon en même temps, qui est-ce qu'elle lui aurait envoyé? Hein? AJ Styles? Bon, soyons sérieux un peu. Et du coup, le match se termine de la façon dont il doit se terminer quand on a Bayley contre Nia Jax. Je veux dire, elle a dû l'emporter une ou deux fois contre elle, une fois à NXT, une fois à la WWE, et à part ça, c'était du squash match. Cela dit, c'était plutôt bien organisé la façon dont elle l'a emporté, puisque le retournement pour lui balancer le leg drop était quand même assez bien foutu. Néanmoins, après ça, ou je sais plus si c'est juste après ça qu'on a une nouvelle promo de Kurt Angle en backstage dans son bureau où il fait appel à des renforts. Alors on sait pas s'il est en train de tester la réactivité du roster de Raw pour venir en renfort, mais toujours est-il que là pour le moment on a en visu seulement Kurt Angle à l'écran. Et petit travelling apparaît Daniel Bryan. Yep les mecs, absolument, Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est là en toute honnêteté pour simplement dire à Kurt qu'il a jamais voulu ce qui s'est passé la semaine passée. La semaine passée, dommage, répétition. Et que il était contre ça, que Shane ne lui a jamais parlé de ça, qu'il n'était pas au courant. Et malgré toute la bonne foi et tous les efforts qu'il pourra faire pour le lui prouver, à la fin de cette promo, on sent que Kurt est indécis et qu'il est carrément pas convaincu. Et on sent que cette promo va s'étaler. Et là, je veux quand même faire une digression, parce que c'est important de le signaler, mais depuis combien de temps on n'a pas vu une promo en fil rouge sur un épisode de Raw? Je veux dire une promo bien foutue comme ça, avec quelque chose qui se déroule et qui se déroule bien. Moi, je trouve que ça faisait trop longtemps. Et je trouve que c'est super bien foutu de la part de Raw. À la suite de ça, je sais plus si c'est justement le retour d'un autre catcheur qu'on voit, mais de toute façon, je vais passer à ça puisque mes souvenirs reviennent, mais pas spécialement en masse, donc je vais vraiment parler des moments qui m'ont marqué. Et on a le retour d'un catcheur qu'on n'avait pas vu depuis SummerSlam, qui est Samoa fucking Joe. Et Samoa Joe, justement, j'y pensais il y a 2-3 semaines en me disant mais c'est bizarre, on le voit plus à l'écran, c'est quand même dommage. Il avait une présence, il n'y avait pas de raison qu'il le dégage. Et voilà, il est de retour. Il est de retour. Il nous fait pas vraiment un heel turn. Disons qu'il assume toujours son rôle de heel en faisant une promo face au public et en reniant complètement le public. Genre, ah, on dirait que je vous ai manqué, hein. Ben, vous savez quoi? Vous m'avez pas manqué. Allez vous faire foutre, etc. Voilà, bref. Et bon, en plus PG, hein. Parce que ça fait bizarre quand même de voir Samoa Joe en PG. Bref. Et Samoa Joe, du coup, va avoir un match contre le babyface, le biggest babyface ever à Raw, Apollo Crews. Et match qui va se terminer en coquina clutch, hein, on s'en doutait. Et pas seulement sur Apollo Crews, puisque ben son manager va s'y mettre aussi. Et oui. Et bêtement, à un moment, il va tourner le dos à Samoa Joe. Et Samoa Joe va en profiter pour Coquina Clutch, absolument.
Et voilà, ça se termine comme ça. Il assume totalement son rôle de heel et il lui va super bien. Il faut surtout pas que ça change. Suite à ça, je suis pas sûr qu'il y ait des matchs très très intéressants. Il y a eu un match d'Asuka, mais bon, malheureusement, elle combat contre des jobbeuses. Je sais pas pourquoi ils lui font ça, putain, elle mérite pas de combattre des jobbeuses. Il faut la faire combattre directement dans la cour des grands. En plus, je sais pas, mais ils ont viré Emma apparemment. Est-ce que c'était à la suite de son match ou pas? Est-ce qu'ils voulaient lui donner un bon départ? Je sais pas, mais vous remarquez peut-être que je regarde un peu trop en haut, mais c'est parce que j'ai le retour de la caméra qui s'y affiche et c'est trop prenant. Et c'est le patch Ghost. Et il a 5 cordes derrière. Et je voulais surtout parler des promos parce qu'on est en pleine promo d'Halloween et ça pouvait pas louper. Troisième promo en rapport avec la storyline Kurt. Daniel Bryan est dans une salle sombre en train de téléphoner à quelqu'un, on ne sait pas spécialement qui. Et il explique à un moment dans cette promo là que Kurt n'a pas voulu le croire, qu'il l'a fait attendre dans cette salle là et qu'il a éteint la lumière. Et qu'à la suite de ça, il a vérifié qu'il était enfermé. On sent très bien que comme c'est une promo d'Halloween, ça va mal se passer. Et effectivement, ça loupe pas. Apparaît Kane, the Big Red Monster, ou The Big Red Machine. The Big Red Machine, sorry. Et ben Team Hell No, non, on s'en rappelle pas de ça. Hein. Il a beau être le Kane qui était à l'époque, non, 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 non. Chokeslam sur Daniel Bryan et fin du game, on le verra plus. Enfin si, on le verra en mode avec des arbitres et des officiels de la WWE en train de le foutre sur un brancard. Et la promo s'arrête là. Et à la suite de ça, Kane a un match contre Seth Rollins. Match qu'il remporte. Et il défonce Rollins. Et il défonce aussi Dean Ambrose. Et il défonce Finn Balor. Le vrai Kane. Ils sont en train de nous remettre le vrai Kane. Et il prend un petit peu un rôle de Jason dans cette histoire-là. Je sais pas, c'est bon. C'est vraiment bon. Que dire de plus? Des matchs intéressants dans le lot, il y en a eu encore quelques-uns. Il y a eu le Halloween Street Fight, le Trick or Street Fight. c'est, c'est tricky à dire. Hein. Et encore un point positif pour la WWE, c'est que on a vu Southpaw Regional Wrestling les premières saisons s'organiser sur YouTube et n'être jamais disponible sur le network. J'ai l'impression que c'est en train de changer et c'est d'autant plus en train de changer qu'on a vu à un moment le Heath Slater en Elvis. Et là, cette fois-ci, on voit Tex Ferguson et Johnny B. Bad alias Anderson et Gallows, mais vraiment au costume de Ferguson et Johnny B. Bad, c'est-à-dire que Anderson a même la perruque de blondasse, hein, et franchement au poil la perruque parce que elle est pas tombée de tout le match, sauf quand il a balancé après sa citrouille d'Halloween sur la tête, son Jack O'Lantern. Johnny B. Bad, Jack O'Lantern, tag team. Et bon, le match était oubliable, hein, d'autant plus oubliable qu'il combattait Heath Slater et Rhino qui étaient en Père Noël et Mère Noël. Et je crois que j'oublierai jamais de toute ma vie Rhino déguisé en Mère Noël. C'est choquant. Match oubliable, mais gimmick intéressante. C'était cool de ramener Tex et Johnny, et franchement, ils étaient tellement à fond sur cette gimmick. C'est énorme. Ils sont bons, ils sont très très bons. Je crois que s'il y avait besoin d'une preuve, on l'a. À la suite de ça, on a peut-être eu un match de Cruiserweight et un Raw Women's Championship entre Alexa Bliss et Mickey James.
Bon, match qu'Alexa Bliss a remporté par KO, enfin par tomber sur un KO punch. Bon, dommage. J'aurais bien voulu un changement de titre, mais c'est pas pour maintenant. Tant pis, Mickey. Je pense quand même qu'elle le méritait après avoir fait un DDT en talons hauts. D'ailleurs, c'était même pas des talons aiguilles, hein, c'était ça de talons quoi. Badass. Et surtout, un autre fil rouge qui s'est déroulé après, parce que ben on avait celui de Brian qui était terminé, on avait celui d'Engel qui était terminé aussi, puisque les deux étaient rejoints ensemble. Et The Miz qui est un peu dans un remake de Halloween et qui a l'impression que son tueur est à ses trousses. Oui, il a l'impression que Braun Strowman est à ses trousses et à un moment, il y a une vignette où ils vont en backstage, ils tombent sur une poubelle et Miz a l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Du coup, il se dit il faut absolument qu'on se casse de là. Mais une chance, Kurt Angle l'en empêche. Et c'est mémorable parce que Kurt Angle lui sort non, tu vas rester là jusqu'à la fin de Raw et il reprend la gimmick de Braun Strowman or else. Et ça franchement c'était légendaire quoi. C'était génial, c'était trop bon. J'ai sauté de mon fauteuil en mode quoi. Il est trop bon, il était trop bon. Et du coup, ça, c'est ce nouveau fil rouge où on voit The Miz se préparer à se casser, préparer la limousine et tout le bordel. Et à la fin du match, Alexa Mickey, qui est en fait le main event, il va se casser au plus vite. Bon, on sait pas ce qui se passe. Apparemment, la limousine s'arrête, cale. Derrière, il y a un camion d'ordures, on va dire un camion poubelle. C'est un peu on the rocks ce que je vous fais là, du coup j'ai peut-être pas le bon vocabulaire. Euh, et, et là, putain, mais ils nous sortent une scène digne d'un slasher movie, mais c'était phénoménal, c'était génial. Euh, le camion déverse ses déchets, donc ça fait ça, en gros. Les poubelles sortent, et il y a encore un autre truc qui sort. Et on a ni plus ni moins que Braun Strowman qui ressort comme ça. Et The Miz et son entourage et son bistourage qui sont dans la limousine et qui sont complètement paniqués dans tous les sens à essayer de faire démarrer, enfin de faire démarrer le chauffeur et à essayer éventuellement de sortir de la limousine avant qu'il soit trop tard, qui flippe total. Et je sais pas, à ce moment-là, ils devaient regarder à l'arrière quand les déchets sont en train de se déverser parce qu'ils ont l'impression que ça va se déverser sur eux. Et cette scène digne d'un slasher movie où Braun Strowman, et une fois qu'il a l'horizontale, légendaire, j'ai pas d'autres termes. C'était vraiment couillu de la part des storyliners de faire ça. Et franchement, grand bien leur face parce que c'était bon. Là c'était mon deuxième sauté de canapé en mode oh, c'est pas possible, ils l'ont fait, c'est des fous, ils sont trop bons, génial. Et il sort de... Donc Braun fait un espèce de bond au-dessus de la limousine, ressort, le mistourage ainsi que The Miz se casse de la limousine parce qu'ils sentent très bien que ça va chauffer pour eux, hein, c'est obligatoire. Et ils finissent devant le Titantron avec Curtis Axel sur le ring. Et là, on sent que ça va mal se terminer. Et effectivement, Braun Strowman nous sort même pas un I'm not finished with you, mais il le sort au sens propre. C'est-à-dire qu'il va l'appliquer en acte. Et il assène pas moins de 5 running power slam à Curtis Axel. Et franchement, à un moment, il va falloir en faire quelque chose de ce mec, quoi. Je trouve qu'à la WWE, il y a des talents qui sont pas assez exploités. Et Curtis Axel,
c'est deux mecs que je voudrais tellement revoir mis en avant parce qu'ils ont quand même un certain talent. Kurt Hawkins, parce que il a un heel hit absolument bon et qu'il arrive à faire quelque chose d'une gimmick qui le fout par terre, mais plus que ça, quoi. Et c'est dommage, on le voit plus d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils sont en train de l'enterrer, ce qui est très dommage. Voire même d'essayer de le virer, ce qui serait peut-être pas dommage parce qu'il faut qu'il se casse de là, quoi. Son talent est carrément pas exploité. Et il faudrait vraiment en faire quelque chose parce que Curtis Axel, il a vendu ses Running Power Slam, mais d'une façon. Moi, il n'y a pas d'autre terme. C'est moi. Et on finit sur cette vision absolument dantesque et The Miz allongé en mode sur la rambarde devant le Titan Throne en train de regarder cette vision d'horreur là et se dire putain ça va être mon tour et Rose termine comme ça et franchement on est sur du Halloween et on n'est pas sur du Halloween PG là, on est sur du Halloween rated R éventuellement. C'était bon. C'était trop bon. Et il faudrait vraiment que ça continue comme ça, la WWE. Il faudrait que ça continue comme ça parce que Raw est en train de remonter dans mon estime et je pense dans l'estime de beaucoup de personnes. Et franchement, entre de bons matchs, de bonnes promos, un bon fil rouge et des surprises, des retours inattendus, on avait tout pour faire un bon Raw. Et il faut que ça continue comme ça. Alors je sais que des retours intéressants, on pourra pas les faire aussi souvent que ça, même si apparemment ils ont préparé un retour pour un Raw prochainement qui mettrait en tête de ligne Undertaker, Diesel et, et Shawn Michaels. Voilà, c'est ça qu'il faut à Raw. C'est ça qu'il faut. Faut pas des trucs complètement stupides tout le temps. Il faut un mélange des deux, un savant mélange des deux. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à faire ça. Et franchement, c'est bon. C'est bon et il faut que ça continue. Et voilà, je voulais partager mon ressenti avec vous là-dessus. Et je suis désolé si ça a été super long, mais j'en avais besoin, vraiment. Je sais pas si je continuerai à en parler, je sais pas si j'en ferai une série. Je sais pas si c'était une bonne idée de le faire avant d'avoir vu SmackDown, parce que j'aurais forcément envie de parler de SmackDown et j'en parlerai pas. Mais voilà, c'était bon et et Dieu merci, il y a des storyliners qui sont suffisamment couillus pour mettre les pieds dans le plat et dire je veux ça et on l'a eu. Et c'était beau et il faut que ça continue. Et je vous dis salut les gars et à la prochaine. Peut-être pas pour un unboxing du coup. Ciao.